La vengeance commence souvent par quelque chose de petit, une insulte, une rivalité, une rancune. Mais quand la colère devient délibérée, elle ne laisse aucune place aux accidents. Ces 6 cas révèlent comment des motifs mesquins et des actes calculés ont dégénéré en morts horribles, chacun issu de disputes ordinaires qui sont allées trop loin. C'était en novembre 2016, dans la campagne de Pennsylvanie. L'air autour du petit cimetière sur la colline restait humide après une semaine de pluie, et des flaques d'eau remplissaient les chemins de gravier entre les rangées de tombes. Le gardien, James Holloway, y travaillait depuis 15 ans. Les gens en ville disaient que personne ne taillait l'herbe plus droit que lui. Mais cet automne-là, les choses ont changé. Le cimetière a embauché un jeune homme nommé Darren Lutz comme nouveau chef jardinier. Darren n'était là que depuis 3 ans, mais il était bon avec les rapports et les documents de sécurité. Quand James a été réprimandé pour des registres manquants, il a perdu son titre. Ceux qui le connaissaient disaient que James l'avait mal pris. Il continuait à faire son travail, tondant et nettoyant, mais il a cessé de parler à la plupart de l'équipe. Avec le temps, il a commencé à venir après la tombée de la nuit, disant qu'il voulait terminer les tâches quand personne d'autre n'était là. Ce n'était pas inhabituel. La petite équipe laissait souvent les clés du portail sous le tapis du bureau pour lui, et personne ne remettait en question ses habitudes. La nouvelle section d'inhumation du cimetière se trouvait en bas de la colline, près de la clôture arrière, soutenue par un mur de soutènement qui retenait le sol meuble de la colline. Après plusieurs jours de pluie, l'eau s'était accumulée derrière ce mur. Darren, maintenant le superviseur, voulait l'inspecter pour des fissures de pression avant le week-end. La veille, James avait été vu marchant près de cette même zone, avec une boîte à outils. Il a dit à un voisin qu'il réparait l'érosion. En vérité, il avait desserré plusieurs boulons le long de la rangée inférieure du mur. La plupart étaient à moitié enterrés sous l'argile, donc la manipulation n'était pas visible, à moins que le sol ne soit dégagé. Son plan, selon des rapports ultérieurs, n'était pas de provoquer un effondrement, seulement de faire bouger le mur suffisamment pour effrayer Darren. Ce matin-là, Darren a garé son camion près de la pente pour garder sa radio à portée. Le signal tombait souvent près de la clôture. Il portait une sonde pour tester la surface et commença à vérifier chaque section. 2 femmes visitant les tombes de leurs proches ont dit l'avoir vu accroupie près du centre du mur, parlant dans sa radio. Quelques instants plus tard, un bruit de craquement perça le silence. La façade de calcaire s'inclina vers l'avant et se déforma. Une lourde vague d'argile humide et de roches s'est déversée, renversant Darren et le recouvrant complètement. Un témoin a couru vers le bureau principal pour demander de l'aide, tandis que l'autre a essayé de creuser avec un vase à fleurs d'une pierre tombale voisine, mais le sol s'est tassé trop vite. Le personnel de maintenance est arrivé sur les lieux quelques minutes plus tard, mais la zone était instable. Le mur s'était replié vers l'intérieur, ne laissant visible qu'une partie de la veste de Darren. Les équipes de secours ont travaillé avec précaution pendant les 2 jours suivants, en enlevant la terre à la main pour éviter un autre effondrement. Lorsque les enquêteurs ont examiné la structure, ils ont trouvé plusieurs boulons manquants et des marques de clés récentes sur les supports restants. James n'est pas retourné au travail après ce jour-là. Sa maison a été trouvée vide, son camion disparu, et son chèque de paie toujours non récupéré. La police n'a jamais retrouvé les boulons manquants ni sa boîte à outils. Certains pensaient qu'il avait paniqué et s'était enfui. D'autres pensaient qu'il l'avait planifié depuis le début. Le cimetière a rouvert des semaines plus tard avec un nouveau mur en béton construit sous la supervision du comté. La zone où l'effondrement s'est produit a été nivelée et transformée en pelouse ouverte, n'étant plus utilisée pour les enterrements. Les habitants se souviennent encore de James Holloway, comme de l'homme discret qui gardait la pelouse impeccable. Sa vieille tondeuse à main est toujours dans le hangar, les lames rouillées mais alignées soigneusement, exactement comme il avait l'habitude de laisser les choses. C'était en novembre 2014, en Alberta, Canada. La température était descendue en dessous de 0 et une fine couche de glace bordait les bords de l'autoroute 22 entre Turner Valley et Black Diamond. Le gendarme Ryan Burke, 33 ans, avait parcouru cet itinéraire pendant 6 ans. Les habitants connaissaient sa voiture de patrouille et lui faisaient souvent signe lorsqu'il passait. Il avait une réputation stable, calme avec les conducteurs, plus enclin à donner des avertissements que des contraventions. Son approche le rendait apprécié dans les petites villes disséminées le long des contreforts. 2 ans plus tôt, Ryan avait participé à un contrôle routinier qui s'était mal terminé. Un suspect recherché a résisté à l'arrestation et la poursuite s'est terminée par un accident et un échange de coups de feu mortels. Ryan n'avait pas tiré, mais il était présent lorsque le frère de l'homme a été arrêté. L'affaire a été classée et le rapport l'a disculpé. Pourtant, les gens qui suivaient les nouvelles locales se souvenaient de son nom. Au fil du temps, il est retourné à des patrouilles tranquilles, vérifiant les excès de vitesse, aidant lors de panne et surveillant les animaux sauvages qui traversaient la route après le crépuscule. Le 21 novembre, un peu après 21h, la radio a enregistré l'appel de Ryan concernant un pick-up avec ses feux de détresse allumés près du virage du Vieux-Pont. Il a dit à la répartition qu'il allait vérifier avant de retourner à la brigade. Les images de la caméra de bord, examinées plus tard par les enquêteurs, montrent le moment où sa voiture de patrouille s'est arrêtée derrière le camion. Les lumières clignotantes de sa barre se reflétaient contre la vitre arrière du pick-up. Ryan est sorti, dirigeant sa lampe torche vers le côté conducteur.
La route était presque vide, seulement des phares lointains à des kilomètres. Quelques secondes plus tard, la dashcam a capturé une brève lueur et un bruit sourd, plus doux qu'un coup de feu normal à cause du vent. L'image a sursauté, puis la caméra s'est inclinée sur le côté lorsque l'unité a touché le sol. L'objectif a continué d'enregistrer depuis le sol, montrant le pick-up s'éloignant à toute vitesse vers le nord, un cône de signalisation coincé sous son pneu arrière. Un automobiliste voyageant vers le sud a vu les lumières de police vaciller, puis s'éteindre. Il a ralenti et a remarqué que la porte de la voiture de patrouille était ouverte sans personne à l'intérieur. Lorsqu'il a appelé le service d'urgence, l'opérateur a confirmé qu'aucune unité n'était attendue à cet endroit. Les officiers et les ambulanciers sont arrivés sur les lieux en quelques minutes, trouvant Ryan près de l'accotement à côté du véhicule, sa radio toujours accrochée à sa veste. Il était inconscient et a été transporté à l'hôpital le plus proche à Black Diamond, où il a été déclaré mort peu après son arrivée. Les enquêteurs ont confirmé qu'il avait été frappé une fois dans le haut de la poitrine à bout portant. Des témoins dans 2 stations-service à proximité ont ensuite décrit un homme qui posait des questions cette semaine-là sur l'officier qui avait tué son frère. Un employé se souvenait de lui remplissant des bidons d'essence et conduisant un pick-up gris avec des panneaux dépareillés. La description correspondait au véhicule, vu sur la caméra de tableau de bord. L'affaire est restée ouverte pendant plusieurs mois, gérée par des équipes régionales et fédérales. Malgré les recherches dans les propriétés voisines et les dossiers de véhicules, l'homme vu dans les stations-service locales n'a jamais été retrouvé. Le pick-up abandonné a été retracé à un achat dans une casse sous un faux nom. L'unité de patrouille a ensuite été retirée du service et cette section de l'autoroute 22 a été ajoutée à une liste d'arrêts à haut risque pour les patrouilles. C'était en février 2018 à la périphérie de Reno, Nevada. Un petit motel en bord de route se trouvait juste à côté de l'autoroute. Un bâtiment étroit avec de la peinture décolorée et une enseigne de vacances clignotante qui bourdonnait toute la nuit. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisamment occupé avec les voyageurs et les chauffeurs routiers de passage. La gérante, Sophie Dalton, âgée de 29 ans, s'occupait presque de tout elle-même. Elle vivait dans une petite chambre derrière la réception, travaillant de longues heures pour faire tourner l'endroit. La plupart des nuits, elle faisait les comptes, vérifiait les caméras et s'assurait que la buanderie finissait avant l'aube. Pendant plusieurs mois, le motel avait eu affaire à un locataire problématique nommé Leonard Price. Il était dans la quarantaine et avait loué l'une des unités debout, payant chaque semaine en espèces. Au début, il restait discret, mais plus tard, les clients se sont plaints de la musique forte et des cris. Sophie l'a averti plusieurs fois avant de l'expulser pour loyer impayé et perturbations répétées. Les employés ont dit plus tard qu'il ne l'avait pas bien pris. Après avoir été expulsé, il s'est garé près de la propriété plusieurs nuits, observant le bureau d'accueil depuis son camion, avant de partir lorsque les lumières s'éteignaient. Le motel avait un vieux système de chaudière qui chauffait l'eau pour toutes les chambres. Il se trouvait dans une petite aile utilitaire derrière la buanderie, à côté du placard du concierge. Léonard avait aidé à le réparer quelques mois plus tôt, en resserrant quelques raccords lorsque le système fuyait pendant l'hiver. Cela fonctionnait bien après cela, bien qu'aucun technicien agréé n'ait jamais inspecté son travail. Sophie plaisantait parfois en disant que le motel tenait principalement par chance. Dans la nuit du 9 février, la température était descendue dans les 30 degrés Fahrenheit. Sophie est restée éveillée tard pour terminer l'audit de nuit, une vérification de routine des reçus en espèces et des réservations en ligne pendant que le concierge nettoyait le couloir. Vers 23 heures, 2 clients fumaient à l'extérieur près du parking, face à l'aile utilitaire. Ils ont ensuite dit aux enquêteurs qu'ils avaient entendu un sifflement aigu suivi d'un bruit métallique lourd. Quelques secondes plus tard, la porte en acier de la chaufferie s'est bombée vers l'extérieur et a été arrachée de ses gonds. L'explosion a envoyé de la vapeur brûlante et de l'eau chaude inonder le couloir étroit. L'un des fumeurs, un homme de la chambre 7, a couru vers le bâtiment quand il a entendu des cris. À travers la vapeur, il a vu Sophie essayer d'atteindre la porte d'entrée. Il l'a tirée à moitié dans le hall, mais elle s'est effondrée avant qu'il ne sorte. Le concierge s'est échappé par la sortie de la buanderie, avec des brûlures légères. Les témoins ont appelé le 911 alors que les alarmes dans le bureau et les pièces voisines ont commencé à biper à cause de la chaleur soudaine. Les pompiers sont arrivés en quelques minutes, coupant les conduites de gaz restantes et ventilant l'aile. Le réservoir de la chaudière s'était rompu près de sa base, se fendant le long d'une soudure. Les enquêteurs ont découvert plus tard que la soupape de sécurité, conçue pour évacuer l'excès de pression, avait été complètement fermée. Les filets de la soupape montraient des marques d'outils correspondant à une clé, suggérant une manipulation délibérée. Les dossiers ont confirmé que Leonard Price était la dernière personne à effectuer des réparations sur cette chaudière avant son expulsion. Les dégâts au bâtiment étaient considérables. Les panneaux de plafond dans le couloir s'étaient décollés à cause de la chaleur et des sections de l'ossature des murs étaient déformées par l'onde de pression. Sophie a été transportée à un hôpital de Reno, mais est décédée peu après son arrivée des suites de brûlures graves et de blessures par inhalation. Le concierge a dit à la police qu'il avait vu le camion de Léonard garé près de la route de service moins d'1 heure avant l'explosion. Les détectives ont localisé Léonard 3 jours plus tard chez un parent près de Carson City.
Il a été arrêté sans incident après que des voisins ont signalé un pick-up correspondant à la photo de surveillance du motel garé dans l'allée. Les enquêteurs ont récupéré des vêtements de travail brûlés et un ensemble d'outils correspondant à ceux utilisés sur la chaudière. Lors de l'interrogatoire, Leonard a nié toute implication, mais n'a pas pu expliquer pourquoi la soupape de sécurité montrait des marques de clés récentes correspondant à son équipement. Il a ensuite été accusé de meurtre au 2e degré et d'incendie criminel ayant entraîné la mort. Le procès s'est conclu l'année suivante et il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le motel a fermé temporairement après l'incident. Les rénovations ont commencé cet été-là sous une nouvelle direction, remplaçant tout le système de chauffage par des unités modernes. Lorsque le bâtiment a rouvert l'année suivante, les numéros de chambres avaient été changés. Les unités 12 à 15, où les dégâts dans le couloir avaient été les plus importants, ont été complètement retirés du plan. Les clients qui ont séjourné plus tard ont dit qu'ils n'avaient jamais remarqué quoi que ce soit d'inhabituel, sauf que la numérotation passait directement de 11 à 16. C'était en mai 2015, dans une banlieue tranquille de l'Utah, où les maisons bordaient une impasse étroite. Les Whittak vivaient d'un côté, les Clark de l'autre. Les allées se rejoignaient au centre, séparées seulement par une bande de béton, partagée coulée des années avant l'arrivée de l'une ou l'autre famille. Pendant des mois, de petites disputes sur le stationnement et les limites s'étaient transformées en tensions quotidiennes. John Whittak, âgé de 41 ans, travaillait dans la construction et garait souvent son pick-up près de la ligne. En face de lui, Tom et Melissa Clark possédaient un grand SUV qui rentrait à peine dans leur allée. Les voisins ont dit plus tard que le problème avait commencé lorsque Tom avait accidentellement éraflé le camion de John en sortant. La rayure était petite, mais John l'a considérée comme délibérée. Les deux hommes se sont disputés dans la rue, tandis que Melissa essayait de les calmer. Après ce jour-là, les familles se parlaient à peine. John a installé une petite caméra face à son allée, et les Clark ont mis en place un détecteur de mouvement. Chaque fois qu'un véhicule restait trop longtemps près de la bande de séparation, l'autre foyer le remarquait. Le soir du 12 juin, des témoins ont vu John dehors vers le crépuscule, faisant les 100 pas le long de l'allée et marmonnant qu'il allait donner une leçon aux voisins. Vers 9 heures du soir, il a sorti un bidon de 5 gallons d'huile moteur et l'a versé en une fine couche sur la section centrale de béton où les deux allées se rejoignaient. Il a ensuite dit aux enquêteurs qu'il voulait seulement rendre la surface glissante pour que les Clarks arrêtent de se garer près de son camion. Une légère pluie a commencé juste après 10 heures du soir, recouvrant le quartier d'une fine brume. Le mélange d'huile et d'eau a créé un film glissant qui s'étendait sur plusieurs mètres en descendant vers la rue. Vers 10h40, Melissa est revenue de son service tardif à l'épicerie. Les images de sécurité d'une maison voisine ont montré les phares de son SUV, entrant dans le cul-de-sac et reculant vers l'allée. En remontant la pente, en marche arrière, les pneus ont touché la zone huilée et ont perdu de l'adhérence. Le véhicule a roulé en arrière plus vite qu'elle ne pouvait corriger. De l'autre côté de la rue, un voisin sur son Porsche a vu les feux arrière se soulever brusquement lorsque l'arrière a heurté le mur de soutènement au bord de la cour. Il a entendu du verre se briser, suivi d'un bruit sourd. John est sorti de chez lui quelques secondes plus tard, criant son nom. Il a essayé d'ouvrir la porte côté conducteur, mais a glissé sur le trottoir mouillé. Lorsque la police et les ambulanciers sont arrivés, ils ont trouvé l'arrière du SUV, écrasé contre le rebord en béton. Melissa était toujours à l'intérieur, inconsciente. Elle a été déclarée morte sur les lieux des suites de blessures par choc. Les enquêteurs ont remarqué le résidu d'huile épais qui flottait encore sur les flaques le long de l'allée. Ils ont prélevé des échantillons et les ont plus tard assortis à la même marque stockée dans le garage de John. Ces empreintes digitales ont été trouvées sur le bidon en plastique laissé près de la poubelle. Lors de l'interrogatoire, John a d'abord affirmé qu'il avait renversé l'huile accidentellement, puis a admis l'avoir versée intentionnellement, mais a insisté sur le fait qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit blessé. Le procureur du comté l'a inculpé d'homicide par négligence criminelle et de mise en danger imprudente. L'affaire a attiré l'attention au niveau local en raison de sa simplicité, un différend de voisinage ordinaire qui a dégénéré sans avertissement. Il a été jugé apte à subir son procès après une brève évaluation et a accepté un accord de plaidoyer plutôt que de faire face à un procès complet avec jury. John a plaidé coupable l'année suivante et a été condamné à une peine de 10 ans. La maison a été mise en vente peu après la condamnation de John. Tom Clark a quitté le quartier quelques mois plus tard, disant qu'il ne pouvait pas supporter de voir l'endroit où l'accident s'était produit. Plus tard, les nouveaux propriétaires ont refait tout l'allée, recouvrant la bande partagée de béton frais. Les résidents de longue date indiquent encore la légère décoloration près du bord, où l'huile avait autrefois taché la surface. Une petite marque laissée par une rancune qui est devenue fatale. C'était en juillet 2015, dans les contreforts près de Hinton, en Alberta, où un camp d'aventure estivale formait des adolescents aux compétences de survie et à la navigation en milieu sauvage. L'un des sentiers du camp longeait une pente boisée, bordée de sapins denses et de ruisseaux peu profonds.
Mark Tiller, âgé de 28 ans, y travaillait depuis 5 ans comme instructeur de survie, connu pour sa personnalité discrète et ses compétences en entretien de la nature. Cette saison-là, sa collègue Rachel Keane, 27 ans, dirigeait la plupart des randonnées matinales et des briefings de sécurité. Les deux avaient la brièvement fréquenté l'année précédente, mais avaient irrompu lorsque Rachel avait commencé à voir un autre guide. Des collègues ont ensuite dit que Mark était devenu distant après cela. Il s'est porté volontaire pour les patrouilles de nuit et a pris en charge la plupart des travaux en solo sur les sentiers, dégageant les branches ou vérifiant les lignes de capteurs qui détectaient les mouvements d'animaux près du camp. Certains instructeurs se souvenaient de lui, plaisantant que certains sentiers devraient simplement être laissés à la faune, ou qu'un peu de bruit pourrait effrayer les groupes du matin. Personne ne le prenait au sérieux. Mark avait un sens de l'humour pince sans rire et les longues journées de travail se terminaient souvent par des discussions oisives sur les ours et les coyotes autour du feu. Début juillet, la fréquentation du camp avait atteint son apogée. Le 16 juillet, le personnel avait prévu une courte randonnée avant le petit déjeuner pour un petit groupe de campeurs. Rachel était en tête, suivie de 2 moniteurs et de 6 adolescents. L'air était frais, le sol humide à cause de la pluie de la nuit, et la visibilité était limitée sous l'épais couvert forestier. Le groupe a commencé le sentier de la crête Est vers 6h45 du matin. Le plan était de faire le tour vers la cabane de stockage où l'équipement pour la cuisine en plein air était conservé. Alors que le groupe s'approchait de la cabane, un faible bip brisa le calme du matin. Un des moniteurs pensa que c'était une alarme de mouvement. De petits appareils étaient attachés aux arbres pour suivre les mouvements dans le cadre d'études sur la faune. Avant que quiconque puisse vérifier, un grondement profond résonna derrière le hangar de stockage. Un ours noir estimé à environ 250 livres est sorti des broussailles. Des témoins ont dit plus tard qu'il s'était dirigé vers une corde suspendue près de la cabane, où des morceaux de viande crue étaient attachés dans un sac en filet. L'odeur avait été portée par le vent vers le sentier. Rachel a dit aux campeurs de rester immobiles et a commencé à reculer lentement. Derrière elle, le sol descendait en pente, parsemé de racines et de feuilles mouillées. Elle a trébuché et est tombée en arrière juste au moment où l'ours se tournait vers le mouvement. Mark avait été assigné à cette section plus tôt dans la semaine et se trouvait à environ 50 yards sur un sentier latéral en train de dégager des débris près des capteurs de mouvement. Il s'immobilisa, regardant l'ours charger en avant. Les 2 moniteurs crièrent et tirèrent des fusées éclairantes portatives de leur ceinture, envoyant des étincelles brillantes à travers la clairière. L'ours frappa une fois avec sa patte, puis se retira dans les arbres lorsque la 2e fusée s'enflamma. Les campeurs et le personnel ont transporté Rachel vers le sentier principal et ont appelé à l'aide par radio. Les équipes de secours sont arrivées en hélicoptère dans l'heure, mais elle a été déclarée morte sur place des suites de blessures au cou et à la poitrine. Les agents de la faune ont déterminé que l'ours avait été attiré délibérément dans la zone. Le sac de viande avait été attaché à hauteur d'épaule à l'une des lignes de capteurs qui faisait partie de l'itinéraire d'entretien de Mark. Les enquêteurs ont trouvé ses traces de bottes près de l'abri et un seau d'alimentation en plastique à moitié vide, derrière une caisse de fourniture, verrouillée avec des traces de sang et de résidus de graisse à l'intérieur. Les agents de la faune ont ensuite suivi et euthanasié l'ours, 2 jours après l'attaque, conformément au protocole standard pour les incidents mortels. Lorsqu'on l'a interrogé, Mark a admis avoir placé la viande, mais a affirmé que c'était pour une démonstration d'entraînement et non pour attirer un ours actif. La direction du camp a contesté cette explication, affirmant qu'aucune activité de ce type n'était prévue ce matin-là. Il a été accusé de négligence criminelle, ayant causé la mort et de violation des lois sur la protection de la faune. Le sentier de la crête a été fermé définitivement après l'incident. La cabane de stockage a été démantelée la saison suivante et la zone a été clôturée pour empêcher l'accès. L'ancien panneau d'avertissement en bois se tient toujours à la lisière des arbres, ses lettres jaunes décolorées par le temps, marquant l'endroit où le sentier commençait autrefois. C'était en juillet 2018 à Clearwater, en Floride, lorsque la piscine municipale a ouvert pour sa semaine la plus chargée de l'été. Les températures restaient proches de 90 et l'eau était bondée du matin jusqu'au crépuscule. 2 des sauveteurs saisonniers, Ryan Geller, âgé de 23 ans, et Derek Mills, âgé de 22 ans, travaillaient ensemble depuis mai. Tous 2 étaient des instructeurs certifiés, nageurs rapides et connus pour se pousser mutuellement pendant l'entraînement. La compétition a commencé innocemment, qui pouvait grimper l'échelle plus vite, qui franchissait les plongeoires en premier, mais elle est vite devenue personnelle. Les superviseurs ont remarqué qu'ils chronométraient chaque exercice à la seconde près. Lors d'une simulation de sauvetage à la mi-juillet, Ryan a surpassé Derek de presque 4 secondes. Le personnel a applaudi et l'un des gardes seniors a plaisanté en disant que Derek devrait se contenter de la tâche de la crème solaire. Des témoins ont dit plus tard que Derek l'avait pris à la légère, mais son humeur a changé par la suite. Il a commencé à arriver tôt et à rester tard, nettoyant le matériel et vérifiant l'équipement par lui-même. De petites disputes éclataient entre les deux sur la question de savoir quelle zone de rotation était la plus difficile. L'évaluation finale du personnel était fixée au 21 juillet. La ville prévoyait de promouvoir un maître nageur saisonnier à temps plein pour les programmes de natation d'automne. Derek savait que la décision dépendrait de leur performance lors du test de sauvetage chronométré. Ce soir-là, après la fermeture, il traîna près de la zone de plongeon.
La surveillance l'a ensuite montré agenouillé à côté de la ligne de nage des sauveteurs avec une bouteille de crème solaire à base d'huile, s'en appliquant sur les bras, puis étalant le reste sur le pont mouillé près de la ligne de sauvetage. Il l'essuya une fois avec une serviette, laissant une couche lisse et presque invisible qui se fondait avec l'eau déjà sur les carreaux. Le lendemain matin, le personnel se rassembla pour les exercices avant l'ouverture de la piscine. Le sol était humide et glissant comme d'habitude après le nettoyage matinal. Ryan se tenait à son poste près du grand bassin, attendant le coup de sifflet qui signalerait le début de sa course chronométrée. Derek prit la voie suivante, observant. À 7h40 du matin, le superviseur souffla dans le sifflet et annonça un sauvetage simulé depuis la zone de plongée. Ryan a sprinté en avant comme il le faisait toujours, traversant le même tronçon de pont qu'il utilisait à chaque entraînement. À mi-chemin, son pied droit a glissé sur le côté. Des témoins ont dit que ses bras ont battu une fois avant qu'il ne tombe en arrière, frappant le bord de la piscine derrière lui. Le son a résonné à travers l'eau, suivi par le bruit de son corps glissant dans le grand bassin. 2 sauveteurs ont plongé immédiatement, le ramenant à la surface en quelques secondes. Il ne réagissait pas. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, mais il a été déclaré mort dans un hôpital voisin d'une grave blessure à la tête. Les enquêteurs ont trouvé des traces de crème solaire, mélangées à l'eau de la piscine sur le pont, et ont ensuite récupéré la bouteille presque vide dans la poubelle derrière le poste de secours. Les empreintes digitales de Derek ont été identifiées sur le bouchon. Lors de l'interrogatoire, il a admis l'avoir étalé comme une blague et a dit qu'il voulait seulement rendre le pont particulièrement glissant pour rire. Il a été accusé d'homicide involontaire et de mise en danger imprudente. La piscine a rouvert quelques semaines plus tard avec un nouveau revêtement de sol de sécurité et un panneau permanent avertissant le personnel de garder le sol sec en tout temps. Merci de regarder. Cliquez pour plus d'histoires comme celle-ci.